Tu vas bien les voir, et d'autres moi. Oui, bonsoir à tous. Donc nous sommes heureux de vous accueillir pour ce cycle particulier qui a été organisé spécialement pour fêter les 20 ans de l'Université populaire. Et nous remercions fortement Michel Mazet, qui est là à double casquette, la casquette Université populaire et la casquette de conférencier pour ce cycle particulier sur la peinture du XIXe siècle et en 9 étapes, donc en 9 conférences que vous aurez donc une par mois jusqu'au mois de juin. Voilà, donc je te laisse la parole et bonne conférence. Merci beaucoup. Oui, je suis très fier, très content d'avoir déjà un public devant moi, mais très content de participer aux 20 ans de l'Université populaire. Je suis le dernier arrivé à l'Université populaire et je tenais vraiment à fêter les 20 ans de l'Université populaire et je leur ai proposé en bureau, puisque je fais partie du bureau de l'Université populaire, je leur ai proposé de faire un cycle et donc de doubler les conférences, puisque depuis 20 ans, il y a une conférence mensuelle. Et là, cette année, pour les 20 ans, de faire 2 conférences et j'assurais donc la 2e conférence mensuelle. Donc je suis très content, au titre de l'association Histoire de l'Art, de mon association, de pouvoir vous présenter ce cycle. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps au départ, parce que sinon, après, ça déborde. Tu peux éteindre, derrière, s'il te plaît ? Alors, voilà. Donc, pourquoi un voyage dans la peinture du XIXe siècle? Pour illustrer ce voyage, j'ai pris les 2 premières phrases, mais vraiment les 2 premières phrases de cet ouvrage de Léonce Bénédite, qui était conservateur du musée du Luxembourg depuis 1892. Et en 1909, il a fait un ouvrage qui s'appelle, comme vous voyez, La peinture au XIXe siècle. Entre parenthèses, vous reconnaissez le tableau de Rosa Bonheur, j'avais fait une conférence sur elle. Alors pourquoi le voyage dans la peinture du XIXe siècle? Eh bien, je vais vous lire les 2 premières phrases de cet ouvrage. L'art en France au XIXe siècle a brillé d'un éclat pareil à celui des plus grandes époques du passé. Cet éclat est dû principalement à la peinture, qui a pris durant tout le cours du siècle la prédominance sur les autres modes de manifestation de la pensée artistique. Voilà pourquoi j'ai choisi la peinture. Puis c'est le domaine que je connais un peu mieux que la sculpture. Et la sculpture, c'est toujours très difficile de présenter la sculpture. Sauf si c'est des bas-reliefs ou des hauts-reliefs. Mais sinon, si on peut tourner autour avec un écran, c'est difficile. Donc la peinture, c'est plus facile. Et donc, ce voyage, en 9 étapes, comme a dit Michel, chaque étape, j'ai choisi une année particulière dans le XIXe siècle. Et pour chaque année, je l'ai fait en 3 parties. La première partie, c'est, je parle d'un événement qui a un rapport fort avec l'art de cette année-là. C'est souvent le salon parisien, mais pas toujours. La deuxième partie, je parle d'un mouvement artistique fort par rapport à l'événement que j'ai choisi au départ, et puis je finis par un artiste majeur en 3e partie. Ça donne ceci. Alors je ne vais pas tout détailler, je veux juste vous faire remarquer que les 3 premières conférences ont lieu sur ce que certains historiens ont appelé le premier 19e siècle, c'est-à-dire la première moitié du 19e siècle. Donc il y a 3 conférences sur les 9 qui ont lieu dans la première moitié du 19e siècle et 6 conférences, c'est là où ça a bouillonné le plus au niveau de l'art, donc 6 conférences dans la 2e moitié du 19e siècle. Vous voyez qu'au niveau des artistes, sur la colonne de droite, j'ai choisi vraiment les artistes majeurs. C'est vraiment un voyage j'ai pas choisi des artistes peu ou pas connus, j'ai choisi vraiment les artistes qui ont marqué leur temps et marqué donc le temps du 19e siècle. Donc,
aujourd'hui, on va commencer par l'année 1808. Donc, on démarre vraiment au début du 19e siècle. Et l'année 1808, c'est le Premier Empire, c'est Napoléon Ier. Et cette année-là, j'ai choisi quelques événements hors domaine artistique. Par exemple, la guerre d'Espagne. Il y a la guerre d'Espagne en 1808. Les Français l'appellent la campagne d'Espagne. Les Espagnols parlent, eux, de la guerre d'indépendance d'Espagne, puisque ce sont les armées napoléoniennes qui sont sur le territoire. Et j'ai mis quand même ce tableau, même si je ne vais pas en parler, mais c'est un tableau qui évoque donc cette guerre, El 13 de Mayo en espagnol, le 3 mai 1808. Ça correspond bien à l'année que j'ai choisie. Donc ce tableau, j'en parlerai pas, mais bon, on peut dire que Goya fait partie de tous les artistes qui sont pré-romantiques. Mais ça, j'en parlerai beaucoup plus dans la conférence, et surtout dans la deuxième conférence, quand je reporterai le romantisme. Création de la noblesse d'Empire en 1808, donc on crée la noblesse d'Empire, beaucoup de militaires vont être comtes, barons, mais aussi beaucoup de peintres, et vous allez en voir aujourd'hui beaucoup de peintres ont eu ce titre de noblesse d'Empire. C'est la création du baccalauréat, c'est la création en 1808, et ça dure encore. Donc vous voyez que c'est quand même ancien. L'inauguration de l'Arc de Triomphe du Carrousel du Louvre. Donc pour fêter la victoire, je l'ai écrit en bas, fêter la victoire de la Grande Armée à Austerlitz. Et puis la pose de la première pierre du Palais Brongniart, qui était la Bourse de Paris, jusqu'à la fin du XXe siècle. Maintenant, c'est par cette numérique, ça n'a plus d'utilité. Mais donc, le Palais Brongniart, la première pose de la pierre a été faite en 1808. Donc, je vais commencer par le Salon parisien. Donc, c'est l'événement que j'ai choisi pour démarrer la conférence. Le Salon parisien. Alors, d'abord parce que c'est le salon parisien le plus important au moment de l'Empire. Hein, l'Empire, c'est 1804-1814, en gros, disons, c'est vraiment cette année-là que ce salon est le plus brillant. J'ai marqué le plus brillant de l'Empire. Mais qu'est-ce que le salon? Je ne pouvais pas ne pas parler de ce que c'était que le salon, puisque je vais en parler très souvent lors des 9 conférences. Le Salon parisien, c'est initialement l'exposition des artistes, académiciens, vivants et des professeurs de l'académie. C'est un salon qui a commencé très tôt, dès le XVIIe siècle, puisque le premier salon a commencé en 1667, créé par Colbert sur ordre de Louis XIV. Donc, et à partir de 1725, cette exposition des académiciens, je vous rappelle que c'était l'Académie royale de peinture et de sculpture, à partir de 1725, cette exposition a lieu dans le Salon carré du Louvre. Salon avec 2 L, j'ai respecté l'orthographe de l'époque. Donc, c'est parce que c'était dans le salon que toutes les expositions après ont pris le nom de salon. Je l'ai écrit. Alors, déjà, oui, j'ai mis que dès 1746, il y a eu une constitution du jury. En fait, vous allez me dire, mais pourquoi faire un jury pour les académiciens? Eh bien, pour voir si c'était correctement, si les tableaux pouvaient passer de façon correcte. Donc, une constitution du jury, mais le jury va avoir une importance énorme au XIXe siècle. Vous savez, par exemple, en 1863, avec le Salon des refusés, enfin bref, il va y avoir... Donc, le jury, il est bien plus vieux que le XIXe siècle. C'est pour ça que je l'ai mis. Et puis, la première exposition d'exclus, ça aussi, on pense que c'est qu'au XIXe siècle qu'il y a eu sans arrêt des exclus. Eh bien non, très tôt, hein, puisqu'au XVIIIe siècle déjà, il y a eu des exclus au salon. En 1791, c'est l'exposition officielle réservée aux seuls académiciens qui devient libre pour tous les artistes. Donc on est au début de la Révolution française, en 1791, donc c'est une exposition libre, tout le monde peut participer, pas que les académiciens.
Ensuite, en 1798, le jury continuera de sélectionner les œuvres, comme il l'avait fait auparavant, mais surtout, il va commencer à attribuer aux artistes des récompenses, des médailles. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand on est médaillé, et bon, le règlement a changé un petit peu au long du 19e siècle, mais quand on est médaillé 2 fois, après on n'a plus besoin de passer par un jury, on peut présenter ses œuvres directement. Ce qui fait que, par exemple, Courbet va pouvoir présenter des œuvres qui auraient été refusées si elles étaient passées par un jury. Bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, et je vais en finir là-dessus pour le salon, ce qu'il faut savoir, c'est que le salon est géré depuis le début, jusqu'en 1880, il est géré par l'État. Donc c'est l'État qui gère le salon. Et à partir de 1881, c'est la Société des artistes français qui va gérer le salon. Ça va pas changer beaucoup de choses, mais il va y avoir après cette date une prolifération de salons, salons d'automne, salons des indépendants, etc., etc. Donc ça va changer énormément la chose. Et donc le fait qu'il y ait un salon, annuel ou bisannuel, ça dépend des temps, en tout cas au 19e siècle, ça a changé suivant les périodes. Le salon a permis l'émergence de la critique d'art, puisqu'il y avait des salons, il y a eu des critiques d'art, et le plus grand critique d'art, on va dire, du 18e siècle, c'est le philosophe Diderot, qui vraiment a fait que la critique d'art est devenue une œuvre littéraire. Et puis une presse spécialisée, alors ça, la presse spécialisée, c'est le 19e siècle, vous savez, c'est le siècle de la révolution industrielle et tout, et donc la presse est montée aussi en puissance, et donc chaque journal avait soit un journaliste, soit un écrivain pour faire les critiques d'art du salon. Alors le salon, c'est une institution parisienne, c'est vraiment quelque chose de Paris, qui, par excellence, elle sera imitée en province, quand il y aura des salons à Dijon, à Bordeaux, à Lille, on appellera le salon, hein, ça viendra donc de Paris. À l'étranger, c'est pareil, on emploiera le terme de salon. Et puis tous les salons modernes qu'on connaît actuellement, le salon des artistes français, le salon des indépendants, depuis 2006, on appelle ça Art Capital, parce que ça regroupe 4 salons. Mais bon, ça existe encore. Et puis le salon de l'agriculture, le salon du tourisme, le salon Art déco, etc. Donc à chaque fois qu'il y a une exposition, à Saint-Michel, il y avait le salon aussi d'art, bon, c'était avant le Covid ça, mais il y avait, à chaque fois on appelait ça salon, c'était une exposition. Bien, je finis avec l'exposition. Maintenant je vais rentrer dans le salon de 1808. Alors il s'est passé au musée Napoléon. Alors là aussi, le musée Napoléon, en fait, c'est le Louvre. Mais le Louvre a changé de nom, souvent. Au départ, à sa création, en 1793, il s'appelait le Muséum des Arts, le Muséum central des Arts de la République. Ensuite, il s'est appelé le musée Napoléon. Après, il s'appellera le musée royal, quand ça sera sous la Restauration. Enfin bon, il changera souvent de nom. Mais là, on est en 1808, il s'appelle le musée Napoléon, puisqu'on est sous le Premier Empire de Napoléon Ier. Il y a eu un livret. Alors, à l'époque, on ne disait pas un catalogue. Maintenant, on parle de catalogue d'exposition. À chaque fois qu'on va voir une exposition, on peut acheter le catalogue. Bien là, à cette époque-là, on appelait ça le livret. Explication des ouvrages. Alors ça, c'est le titre. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture et gravure des artistes vivants. Là aussi, j'ai respecté l'orthographe de l'époque. Exposé au musée Napoléon, 14 octobre 1808, second anniversaire de la bataille d'Iéna. Alors, c'est un salon d'État, je vous ai dit, et donc ils se servent d'un anniversaire pour démarrer un salon. L'anniversaire, par exemple, ici de la bataille d'Iéna. Et vous verrez que la prochaine fois, ça sera sous Charles X, et ils commenceront le salon le jour de la Saint-Charles. Enfin, voilà. Donc ça prouve bien qu'il y a une emprise de l'État. Ensuite, dans ce salon, il y avait 410 exposants, dont 50 femmes, mais déjà 150 artistes refusés. Vous voyez que ce n'est pas qu'en 1863 qu'il y a eu des refusés. Hein. Déjà, à chaque fois, il y en a eu, hein, des refusés.
864 œuvres, dont 3/4 de peinture, et celui qui a supervisé ce salon, le directeur du salon, on va dire, s'appelle Dominique Vivant-Denon, que vous voyez ici à gauche. Dominique Vivant-Denon, c'était donc le directeur des musées, du musée Napoléon. Il s'appelait Denon en 2 mots avant la Révolution, parce que c'était un noble, et donc après la Révolution, il a regroupé 2 noms pour faire un seul mot. Il a été baron d'Empire, et c'était un peintre, un élève de François Boucher, donc là on est au XVIIIe siècle, on va en parler tout à l'heure, de François Boucher. Il était écrivain, il était graveur, mais surtout, il a accompagné Bonaparte en Égypte, pendant ce qu'on a appelé la campagne d'Égypte. Vous savez qu'il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup d'artistes qui ont accompagné Napoléon, et donc lui faisait partie de ce groupe-là, et il a connu Bonaparte comme ça. C'est pour ça qu'après, il a eu ce poste de directeur général, voilà, je l'ai écrit, du musée central des arts de la République. Au départ. Et maintenant, c'est le musée Napoléon, vous avez bien compris ça. Hein. Et donc, en fait, on peut dire que Vivant-Denon, c'est le ministre des Arts de Napoléon, c'est l'œil de Napoléon, en fait. J'ai trouvé Vivant, je me demandais pourquoi c'était Vivant, alors je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais moi je me pose toujours des questions. Et en fait, j'ai trouvé Vivant, c'est un 2e prénom, et il viendrait de Bourgogne. Un prénom de Bourgogne. Voilà, je dis ce que j'ai trouvé comme réponse à ma question. Donc, le salon parisien de l'année 1808, c'est le salon du sacre et du massacre. Alors ça, c'est moi qui ai trouvé cette astuce, vous avez bien compris. Et donc, je vais vous parler déjà de ces 2 tableaux avant de vous montrer d'autres tableaux qui ont été exposés à ce salon. Donc, le sacre et le massacre. Donc, je commence par le sacre. Donc, c'est bien sûr le sacre de Napoléon Ier. Le titre court, c'est le sacre de Napoléon Ier, mais le titre long, c'est le sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame le 2 décembre 1804. Ça, c'est le titre long. C'est un tableau très grand, j'ai souligné, c'est un tableau qui fait presque 10 mètres de long sur plus de 6 mètres de haut, donc un très très grand tableau du Louvre. Donc je vais le détailler un peu plus tard. Là, je ne vais pas le détailler tout à fait, parce que je l'ai prévu plus tard, mais c'est un tableau, vous avez bien compris, que c'était un tableau de commande, un tableau peint par Jacques-Louis David, qui a quand même 60 ans à l'époque, hein. Il était en fin de carrière, lui, hein. Mais c'était le premier peintre de Napoléon Ier. Donc je vais en parler beaucoup de David, puisque c'est la 3e partie de la conférence. Et Napoléon, quand il a vu le tableau, puisque Napoléon, comme tous presque, ils sont tous allés à chaque fois, c'était, vous savez, comme tous les chefs de parti qui vont au salon de l'agriculture, tous, et ben là, ils allaient tous aussi au salon d'art. Et Napoléon aurait dit, quel relief, quelle vérité, ce n'est pas de la peinture, on marche dans le tableau. Donc il était satisfait du tableau de commande, où il a eu des exigences par rapport à ce tableau, mais je vais y revenir. Donc le tableau de commande, mais aussi, donc, vous avez bien compris, c'est une œuvre de propagande, on ne peut pas dire autrement, pour légitimer ce pouvoir impérial. Donc j'en parlerai plus à la 3e partie, il faudra attendre la 3e partie si vous voulez savoir. Ensuite, David donc, a exposé le sacre de Napoléon Ier, mais il a exposé aussi 2 autres œuvres, dont les Sabines à gauche, et puis encore le portrait de Napoléon Ier en costume impérial. Donc je parlerai des Sabines en 3e partie. Je passe au massacre. Alors là, c'est un élève de David, c'est donc Antoine Jean Gros, qu'on appelait le baron Gros, puisqu'il a été baron, qui a fait ce tableau de commande aussi, Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau. C'est une commande d'une bataille. C'est une victoire française, mais une victoire où il y a eu beaucoup de morts.
j'ai noté 4200 soldats français tués lors de cette bataille, soit 3 fois plus que celle d'Austerlitz en 1805. Donc c'était pour ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit sacre et massacre, ça va bien quand je mets les deux. Donc massacre, victoire, mais victoire avec beaucoup. Donc c'est un tableau de commande, c'est un autre tableau de propagande, ça aussi vous l'avez compris, mais je vous ferai remarquer le bas du tableau. Le premier plan, le réalisme des personnages est quelque chose de nouveau. Et ce genre de tableau, justement, les peintres qu'on va appeler les romantiques, après, je veux parler par exemple de Géricault, de Lacroix et puis d'autres, vont être happés par ce tableau parce qu'il est plus que néoclassique, puisqu'on va parler du néoclassicisme, il est déjà pré-romantique. Et Gros, justement, qui est un élève de David, qui aurait dû, s'il suivait son professeur, être un peintre néoclassique, eh bien, il a évolué, et vous allez voir que d'autres vont évoluer avec lui. Alors, c'est un tableau qui s'éloigne, ben voilà, je l'ai mis là, c'est un tableau qui s'éloigne de la peinture néoclassique de David et annonce les œuvres des peintres romantiques Géricault et Delacroix, de par le premier plan. D'autres tableaux de propagande, encore et encore, toujours des élèves. Sur les 4 tableaux que j'ai mis, donc, qui étaient à ce salon de 1808, il y a 3 élèves de David. David, vous allez voir et vous allez comprendre après, a eu énormément d'élèves sur plusieurs générations. La dernière génération, c'est Ingres. Donc il a eu beaucoup d'élèves. Donc François Gérard, la bataille d'Austerlitz, Guérin qui a fait Sa Majesté l'Empereur pardonnant aux révoltés du Caire, Girodet, Sa Majesté recevant les clés de Vienne, et enfin Karl Vernet. Alors Karl Vernet, c'est une famille de peintres sur 5 générations. Il y a eu des peintres dans la famille Vernet, mais lui, il n'est pas élève de David, il est élève de son propre père, Joseph, et donc lui aussi a fait un tableau de propagande de Napoléon Ier, donnant l'ordre avant la bataille d'Austerlitz. Donc tous ces tableaux étaient représentés au salon de 1808. Et donc, vous voyez pourquoi c'est un tableau de propagande. À chaque fois, bien sûr, dans le tableau, on retrouve Napoléon, l'empereur. Mais il y avait aussi des tableaux allégoriques, comme celui-ci. Alors celui-ci, c'est Pierre-Paul Prudhon, La justice et la vengeance divine poursuivant le crime. Donc ça, c'est une commande non pas de Napoléon, c'est plutôt une commande de Nicolas Frochot, qui était le préfet de la Seine et qui voulait décorer la salle du tribunal criminel du palais de justice de Paris. Donc ce tableau a été présenté au salon de 1808, et là aussi, c'est pas du tableau néoclassique, c'est du tableau pré-romantique, par sa composition, par ses couleurs, etc. Mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. Ensuite, il y avait les tableaux issus de la littérature, par exemple d'Atala de Chateaubriand. Il y avait 2 peintres, donc encore une fois Girodet, donc élève de David, qui a fait Atala au tombeau, donc à gauche, et puis à droite, un autre peintre qui est élève de Prudhon, celui-ci, Pierre-Jérôme Lordon, qui fait une communion d'Atala, donc inspiré du roman de Chateaubriand. Ensuite, il y a eu des scènes de genre, des tableaux de scènes de genre, notamment celui-ci, Louis-Léopold Boilly. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir une exposition de lui et j'ai découvert des choses que je n'avais jamais vues. C'était au musée Cognac-Jet. Et j'ai découvert des choses extraordinaires. Et donc là, il y avait 3 tableaux de ce peintre, et je les ai agrandis. Parce qu'en fait, il faut les voir de près, parce qu'il y a plein de choses à voir, à découvrir. Il est vraiment extraordinaire. Donc ce sont des scènes de genre, des tableaux plus petits que les grands tableaux d'histoire, qui étaient donc aussi présentés au salon de 1808. Et j'ai mis celui-ci, alors pourquoi je l'ai mis, vous allez comprendre tout de suite. Il a demandé, Boilly, il a demandé à David de faire un tableau
représentant le public qui regardait le sacre de Napoléon. Et donc il a eu cette autorisation, et là nous sommes donc sous le Premier Empire, et je vous disais que les salons étaient soit annuels, soit bisannuels. Et bien sous le Premier Empire, ils étaient bisannuels, donc tous les 2 ans. Donc au salon de 1810, donc le salon suivant, il a présenté ce petit tableau où on voit, mais là aussi il y a plein de choses à voir, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ensuite il y a des tableaux beaucoup plus tendres, et de Jeanne-Élisabeth Chaudet, et ça je vais y revenir après. Donc je vous laisse regarder, je ne vais pas lire tous les titres. Des portraits, donc j'en ai mis 2 à gauche, dont celui le portrait de Canova. Canova, c'était le sculpteur néoclassique le plus en vogue à cette époque-là. Et puis à droite, des paysages. Donc un paysage de Bertin qui a été un des maîtres de Corot. Corot a eu plusieurs maîtres, mais notamment le premier prix de Rome du paysage, Michalon, il est mort très jeune et c'est Bertin qui a pris sa succession. Donc Corot a été élève de Bertin, mais aussi d'Aubigny. Mais le père de d'Aubigny, d'Auvers-sur-Oise, c'est son père qui a été donc élève de Bertin. Et puis en bas, alors un peintre qu'on ne connaît pas beaucoup, et pourtant c'est extraordinaire. Alors là aussi j'ai vu des dessins et des peintures, mais c'était à Custodia. Là, comment ça s'appelle, c'est pas un musée, c'est un musée Custodia à Paris, le Ruisdael de Montmartre, et c'est un paysagiste extraordinaire. Il a fait beaucoup autour de Paris, de paysages autour de Paris. Donc je fais la peinture, mais je vous montre quand même qu'il y avait des sculptures, notamment de Canova, justement, et puis de l'architecture. En fait, c'était les plans du fameux palais Brongniart en 1808. Donc si je fais un petit bilan de ce salon, le salon que j'ai appelé du sacre et du massacre, avec David, metteur en scène du sacre de Napoléon, et Gros, le chant de l'épopée impériale, de toutes les guerres impériales, la mainmise de la politique impériale sur l'art est désormais totale, et le néoclassicisme est l'art officiel de l'Empire. Et ce sont les artistes les plus jeunes, comme Prudhon, Girodet, j'ai commencé à le dire, pourtant élèves de David, qui semblent devoir ouvrir les voies nouvelles, donc vers le romantisme français. Donc là, je fais un petit bilan rapide, mais c'est pour passer à la deuxième partie de la conférence, c'est-à-dire le néoclassicisme. Qu'est-ce que le néoclassicisme ? Alors j'ai pris 2 définitions. D'ailleurs, ce mot, il est apparu vraiment qu'à la fin presque du 19e siècle, c'est autour de 1880. Mais j'ai pris 2 définitions. La première, c'est tendance artistique et littéraire inspirée de l'Antiquité classique et du classicisme du XVIIe siècle. Donc, déjà, on sait que le néoclassicisme a 2 sources principales, le classicisme de l'Antiquité et le classicisme du XVIIe siècle. Du XVIIe siècle avec Poussin, par exemple, Lebrun, etc., les grands peintres classiques. Donc, le néoclassicisme, c'est un retour au classicisme passé, c'est ça. Mais, alors, oui, j'ai pas lu, alors je suis allé un peu trop vite. Alors, une deuxième définition, tendance qui retourne à un certain classicisme par réaction contre les audaces d'une période antérieure. Ce qui veut dire que le néoclassicisme s'est opposé au style rococo. C'est un mouvement artistique du XVIIIe siècle. Donc, alors, je vais tout de suite, la peinture rococo, c'est ça. La peinture rococo, on connaît, c'est les grands peintres comme Watteau, Boucher, Fragonard. J'ai même rajouté celui-ci, François Boucher, pape de la peinture rococo, spécialiste des sujets libertins à la cour de Louis XV. Donc on est au milieu du XVIIIe siècle. Diderot, je vous ai dit que c'était l'un des grands critiques d'art de cette époque. Diderot n'aimait pas du tout la peinture rococo, le style rococo. Par contre, la marquise de Pompadour l'adulait.
cherchez à savoir pourquoi. Ah, ça c'est la peinture rococo. Et regardez la différence. Ça, c'est la peinture néoclassique. Alors je reviens. La peinture rococo, c'est ça. La peinture classique, c'est ça. On voit tout de suite qu'il y a une bonne différence. Hein. Donc ça, la peinture néoclassique, c'est en même temps sous le règne de Louis XVI, donc c'est encore dans l'Ancien Régime que ça a commencé, ça je vais le développer, et ça a continué jusqu'à la fin de l'Empire en fait. J'ai mis Anton Raphael Mang et Joseph-Marie Vien. On ne les connaît pas beaucoup, mais pourtant ils ont une importance énorme pour le néoclassicisme. Par contre, les deux du bas, on retrouve David. Alors, les peintres néoclassiques, eux, prônent le retour à la rigueur morale, à la raison, en prenant appui principalement sur le modèle de l'Antiquité gréco-romaine. Alors, je vais développer tout ça. Là, si j'ai remis Au XVIIe siècle, en fait, il y avait deux tendances dans la peinture. Il y avait le classicisme français, avec Poussin, avec Lebrun, etc. Et c'est ça qui a donné la source au nouveau classicisme. Et il y avait en même temps le baroque italien et flamand, avec le Caravage, Rubens, etc. Ça, c'était au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y avait deux tendances majeures. C'était le style rococo, qu'on vient de voir. C'est un art dissolu, illusoire, lié au plaisir des classes aristocratiques. C'est pour ça que la Pompadour aimait bien ça. Et le néoclassicisme, lui, par contre, c'est un art influencé par la philosophie des Lumières, par la redécouverte de l'Antiquité grâce à l'archéologie. Pompéi, Herculaneum, c'est exactement au milieu du XVIIIe siècle, et c'est une Antiquité qu'on va idéaliser. Donc là, je vais maintenant développer. Les deux promoteurs de ce grand courant néoclassique, c'est le théoricien, c'est Joachim Winckelmann, et le peintre, c'est Anton Raphael Mengs. Je vous les ai montré une peinture, mais je vais revenir. Le premier, c'est lui. C'est le grand théoricien, c'est un archéologue, c'est un historien de l'art allemand, et c'est vraiment le précurseur vraiment de ce grand mouvement. Il est même le fondateur de l'histoire de l'art et de l'archéologie moderne. Il a écrit deux ouvrages fondamentaux, au milieu du siècle à peu près, 1755, Réflexion sur l'imitation des œuvres grecques dans la sculpture et la peinture, et un peu plus tard, en 1764, Histoire de l'art de l'Antiquité. Et donc, forcément que dans les ateliers, on lisait ce genre d'ouvrage, parce qu'il a été traduit très vite en plein de langues, en fait. Il était allemand, mais il a été traduit très vite. Et donc, dans les ateliers, ils avaient ces ouvrages sous les yeux. Et donc, c'était vraiment un défenseur inconditionnel de l'art grec. Winckelmann, il voit les caractéristiques absolues du beau. Le beau, il est grec. Il apparaît aussi comme un adversaire, forcément, du rococo. Et donc, c'est vraiment le véritable théoricien de ce renouveau classique. En fait, en France, on a eu un autre théoricien, je l'ai retiré parce que ça faisait trop, mais c'est le comte de Caylus. Le comte de Caylus a été aussi un grand théoricien de ce nouveau mouvement artistique. Il collectionnait des antiquités, etc. Et il a participé à des fouilles. Alors, le peintre, donc Anton Raphael Mengs, c'est un peintre allemand, comme Winckelmann. C'est le premier chef de file du mouvement néoclassique en peinture en Europe, qui remplace le rococo comme style de peinture dominant en Europe. À la suite de Winckelmann, il prône le retour à la manière simple et noble du bel antique, au beau idéal, à la pureté de la statuaire grecque et au dessin de Raphaël. En fait, c'est le porte-parole de Winckelmann, il se connaissait bien, dont il partage les engouements artistiques, notamment pour les récentes fouilles d'Herculaneum et de Pompéi. Et voilà, c'est la peinture que j'avais mise quand je vous ai présenté le néoclassicisme. C'est une frise, donc là c'est une fresque, mais vous voyez que c'est une frise, on appelle ça une frise. Les personnages sont tous en frise. On retrouve un nu antique aussi, les vêtements sont antiques, voilà. Et ce tableau, vous voyez, il est, j'ai mis la date, oui, j'ai mis 1761. En fait, c'est au milieu du XVIIIe siècle.
Donc c'est un des premiers tableaux qu'on va appeler néoclassique. Donc je ne vais pas détailler sur lui, parce que je vais détailler beaucoup plus en troisième partie sur David, qui est là, parce que c'est David, Jacques-Louis David, qui va vraiment assurer le triomphe de l'idéal néoclassique, et les apprentis peintres vont venir dans son atelier. Je vous ai dit qu'il a eu énormément d'élèves, mais des élèves de l'Europe qui venaient dans son atelier. C'est vraiment lui qui a fait exploser ce grand mouvement néoclassique. Et de même, il a apporté son triomphe lui-même, David, mais en même temps le triomphe de Bonaparte et le triomphe de Napoléon Ier sous le Premier Empire. Ce sera le chef de file du néoclassicisme en France et en Europe de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle. Et donc j'en parlerai bien sûr beaucoup plus en troisième partie. Et en ce début du XIXe siècle, le néoclassicisme en France est la peinture moderne. C'est ça la peinture moderne. C'est le néoclassicisme au début du XIXe siècle. Et c'est la peinture officielle, ça vous l'avez compris. De la Révolution, du Consulat, du Premier Empire. Voilà, c'est vraiment la peinture moderne du début du siècle. Alors, quelques remarques sur cette peinture. D'abord, les peintres néoclassiques veulent redonner la première place à la peinture d'histoire. Vous avez bien compris, en regardant les peintures du rococo, ce n'était pas du tout de la peinture d'histoire, ou alors c'était bien détourné. Donc, redonner la première place à la peinture d'histoire, le genre le plus noble, le grand genre, hein, vous savez, dans la hiérarchie des genres, la peinture d'histoire est en haut, et tout en bas, on a les natures mortes. Et plus on descend, plus les tableaux sont de plus en plus petits. Donc les grands tableaux d'histoire jusqu'aux natures mortes. Et donc les peintres néoclassiques vont chercher toujours à redonner cette première place au tableau d'histoire, en montrant des héros, des grands hommes porteurs d'idéaux moraux et de vertus. Donc tous les personnages frivoles, les scènes secondaires de Boucher et compagnie. Ensuite, la technique. La technique des peintres néoclassiques, elle sera lisse. Ça sera une peinture lisse, en ne laissant pas visible du tout les traces des brosses sur la toile. Et ça continuera avec ce qu'on a appelé l'académisme. Je vais y revenir. Les compositions sont claires, très lisibles. Et les actions placées dans des contextes architecturaux inspirés de l'antique. La perspective frontale est privilégiée et basée sur la frise. C'est le premier tableau que je vous ai montré de la frise. Donc ça sera privilégié, cette façon de composer les tableaux. Et enfin, les artistes néoclassiques doivent idéaliser le corps masculin et le traduire dans sa forme héroïque. Cette théorie associe le beau et le bien, faisant entrer la morale dans l'art. Voilà, ça c'est la peinture néoclassique. C'est des thèmes de cette peinture. Mais il faut que je vous montre quand même quelques peintres. Donc je vous ai parlé de David, je vous ai parlé de Vien, et puis d'Ingres, quand j'ai dit Ingres, élève de David. Voilà. En fait, j'en ai sélectionné quelques-uns. Joseph-Marie Vien, qui a eu comme élève Jacques-Louis David à gauche et Jean-Baptiste Regnault à droite. David, comme je vous ai dit, a eu énormément d'élèves, mais j'en ai choisi 4, donc Girodet, Gérard, Gros et Ingres. Regnault, j'ai choisi un élève, il a eu aussi beaucoup d'élèves, mais un, parce que ce Pierre-Narcisse Guérin, il a été le professeur, le maître de Léon Cogniet, de Delacroix, de Géricault, de Paul Huet, de Harry Schaeffer, enfin de plein de peintres. Il a eu aussi énormément d'élèves. Donc, je veux vous parler aussi de Guérin. Je commence par Joseph-Marie Vien. Joseph-Marie Vien, c'est vraiment, en France, le précurseur du néoclassicisme. Au XVIIIe siècle, on est là. On n'est pas au XIXe, au XVIIIe. Il a une origine modeste, son père était serrurier et provençal, il venait de Montpellier, comme Frédéric Basile que je vous avais présenté, mais pas à la même époque. C'est un élève de l'Académie royale de peinture et de sculpture, hein, on est sous
l'Ancien Régime. Il a eu le prix de Rome en 1743. Alors ça, j'en ai pas parlé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, tous les peintres essayaient de passer ce concours du Grand Prix de Rome parce que ça leur permettait de partir aux frais de l'État pendant 4 ou 5 ans à Rome, à l'Académie de France de Rome, qui était sous l'Ancien Régime dans le Palais Mancini, et après la Révolution, c'était la Villa Médicis à Paris, à Rome, et qui existe toujours. Ils ne m'ont pas fait remarquer quand j'ai présenté, là je m'étais trompé parce que j'allais trop vite et à 2 fois j'avais mis Villa Médicis alors que c'était le Palais Mancini, donc j'ai corrigé pour aujourd'hui. Premier peintre du roi en 1789, donc le roi Louis XVI, mais comte aussi de l'Empire en 1808. Ils ont passé toutes les étapes et eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le seul peintre au Panthéon. Le Panthéon des hommes illustres à Paris, eh bien, il y a un seul peintre, eh bien, c'est celui-ci, Joseph-Marie Vien. Un seul peintre enterré au Panthéon. Voilà, donc ça, c'est à ressortir pour des jeux ou en famille. Voilà, donc je vous présente quelques œuvres de Vien. Et je vais m'arrêter un tout petit peu sur celui-ci. Donc, La marchande d'amour. Donc, vous voyez, on est au milieu, en gros, au milieu du XVIIIe siècle. Hein, on n'est pas au XIXe. Hein. Et la marchande d'amour, elle est là. Vous l'avez vu. Elle essaye de vendre ses petits amours. C'est une esclave qui... Bon, ouais. Et donc, en fait c'est... Donc, ce tableau fort admiré au salon de 1763, et notamment par Diderot. Je vous ai dit que Diderot, il n'aimait pas le rococo. Donc là, il pouvait... constitue pour l'histoire de la peinture une sorte de manifeste du néoclassicisme, débutant, j'aurais pu mettre, hein, qui débutait. Le sujet est inspiré, c'est ça qui est important. Le sujet est inspiré d'une peinture romaine antique, découverte en 1759, donc toujours au milieu du XVIIIe siècle, à Gragnano, près de Naples, et diffusée par la gravure dès 1762. En fait, dans tous les ateliers de peinture, on pouvait avoir des ouvrages comme celui de Winkelmann, mais on avait aussi beaucoup de gravures. Et donc les gravures servaient d'inspiration pour faire des tableaux. Et donc là, il a fait La marchande d'amour d'après une gravure antique, en fait. Enfin, la gravure, elle n'était pas antique, mais le sujet était antique. David, donc là, je ne vais pas m'étendre. J'ai tout dit déjà sur lui, sauf que c'est un élève justement de ce Joseph-Marie Vien. Donc là, j'en parlerai tout à l'heure. Et là, je vais commencer par les élèves de David. Donc le premier, c'est Antoine-Jean Gros. Il est représenté ici, dans ce tableau, par son copain, qui sera aussi baron Gérard comme le baron Gros. Baron Gérard, il a peint son copain Gros à l'âge de 20 ans. Et vous allez voir qu'après, ils ont fait l'inverse. Donc lui, c'est un peintre néoclassique et pré-romantique. J'ai commencé à en parler par rapport aux cadavres qu'il y avait à la bataille de l'eau. Bon, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, baron en 1824, et donc il a influencé Géricault et Delacroix, qui seront les grandes stars du romantisme. Voilà, donc celui-là, c'est par rapport à ce tableau que je vous ai dit, les romantiques vont être attirés par cette composition, surtout le bas du tableau. En fait, si vous avez en tête le radeau de la Méduse et tout ça, on retrouve les cadavres au bord du radeau. Ensuite, bon, il a fait des portraits aussi bien de Napoléon que de Louis XVIII, donc le premier roi sous la Restauration, hein, le frère de Louis XVI. Et il a fait, ça c'est peut-être le tableau qui est le plus connu, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, j'ai failli commencer par 1804,
Mais comme je voulais rentrer dans les 9 étapes, il a fallu que je supprime des années, mais j'aurais pu commencer par 1804 parce que c'est une année importante. Même 1800, il s'est passé plein de choses. Mais bon, il a fallu que je choisisse. Donc ce tableau, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, est peut-être celui le plus connu de Gros. Un autre, donc François Gérard, et je vous ai dit, regardez, c'est Gros qui l'a peint, qui a fait le portrait de son copain Gérard, donc à l'âge de 20 ans aussi. Donc ils se sont tous les deux portraiturés. Peintre d'histoire néoclassique, portraitiste de la cour d'Empire, donc sous le Premier Empire, mais aussi premier peintre du roi Louis XVIII. Donc que ce soit le Premier Empire ou la Restauration, ils ont été présents à chaque fois. Et voilà des tableaux de Gérard. Juliette Récamier à gauche, qui a été peinte par plein de peintres, qui a été sculptée aussi, etc. À droite, c'est un peintre, Jean-Baptiste Isabey. Et puis, tableau d'histoire, l'entrée d'Henri IV à Paris, mais aussi celui-ci, la bataille d'Austerlitz. Voilà. Girodet, autre élève de David, donc ça c'est le peintre de Montargis, avec le musée Girodet à Montargis. Donc peintre néoclassique pré-romantique, lui aussi a obtenu le prix de Rome en 1789, mais il n'a pas pu y aller tout de suite. Vous comprenez pourquoi? Et voilà, il a fait beaucoup de portraits, dont le portrait de droite, de Jean-Baptiste Bellay. C'était donc le premier député à la Convention, le premier député noir à la Convention, sous la Révolution. Et puis Hortense de Beauharnais en bas, donc c'est la mère de Napoléon III, et puis c'est la fille de Joséphine, donc celle qui a été sacrée impératrice. Et puis celui-ci, alors celui-ci, quand j'ai écrit peintre, graveur, néoclassique, pré-romantique, quand j'écris pré-romantique, là on est en plein dans le pré-romantisme. Vous avez la date 1791. On n'est même pas encore au 19e siècle. Hein. Donc le romantisme, eh bien là, quand on regarde ce tableau, il n'a rien à voir avec le néoclassicisme. Et donc forcément que ce genre de tableau, les jeunes peintres vont le regarder plus que les autres. Je me suis trompé. Hop. Donc Ingres, je vous ai dit, Ingres, peintre de la deuxième génération dans cet atelier de David. J'en parlerai beaucoup à la troisième étape, puisque il est compris en 1839. Mais c'est un maître de plein de peintres aussi, qui Amaury Duval, Théodore Chassériau, Hippolyte Flandrin, Henri Lehmann. Tout ça, ce sont des peintres qu'on va appeler des peintres académiques. Mais il a influencé, au-delà des élèves qu'il a eus, il a influencé plein de peintres, et plein de peintres vraiment très différents. Pierre Puvis de Chavannes, William Bouguereau, Edgar Degas, Auguste Renoir, Georges Seurat, Pablo Picasso, Henri Matisse, etc. etc. Donc, Ingres je ne pouvais pas, dans les 9 étapes, ne pas parler d'Ingres. J'en parle pas beaucoup aujourd'hui, puisque je vous dis, on le reprendra plus tard. Donc, je vous ai mis quelques tableaux de lui, mais forcément, ça va être rapide. Les portraits d'Ingres, je crois que c'est ses plus beaux tableaux, ça, les portraits, à mon avis. Les odalisques, bien sûr. Et puis, le tableau final, le bain turc. Donc, en fait, j'en parle donc à la troisième, donc j'en parle pas plus aujourd'hui, c'était juste pour mettre l'eau à la bouche. Allez, on continue. Donc maintenant, c'est un autre élève de Vien, donc, qui est en même temps que David. Donc en fait, il a été influencé par David, parce que David, il avait un pouvoir énorme en fait. Mais en même temps, c'était un rival. Donc les deux ateliers étaient un petit peu rivaux. C'est un peintre d'histoire, un portraitiste. Donc c'est le maître, comme je vous ai dit, de Pierre Narcisse Guérin, entre autres.
Il a été chevalier de la Légion d'honneur, au baron aussi, lui aussi, sous la Restauration. Jean-Baptiste Regnault. Alors, quelques œuvres de Jean-Baptiste Regnault. Et là, je l'ai mise parce que je ne savais pas, mais en fait, il a fait le portrait de sa femme. Parce que quand je lisais le titre, je ne comprenais pas, mais en fait, j'ai vu que cette Sophie Mélière, c'était sa femme. Il n'a pas mis le nom Regnault, il a mis Sophie. Voilà. Et Guérin, donc, Guérin qui a été un peintre néoclassique, donc un élève de Regnault cette fois-ci, qui a été directeur de la Villa Médicis, donc à Rome, qui a été donc le maître de plein de peintres, notamment des peintres qu'on a appelés romantiques. Pourtant, lui était bien néoclassique. Hein. Voilà, les Morphée Iris, la mort de Priam, mais aussi des tableaux contemporains. Vive le roi, il y a marqué. Alors, y a-t-il des femmes peintres néoclassiques? Ben, vous le savez déjà un petit peu parce que je vous ai présenté, mais en fait, oui, il y en a. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ces deux grands peintres de néoclassique, David ou Regnault, tous les deux ont ouvert donc des ateliers à énormément d'élèves, comme j'ai dit, mais aussi aux femmes. Et c'était quand même quelque chose de nouveau aussi. Donc en fait, ces deux peintres ont ouvert leurs ateliers aux femmes. Et donc là, c'est un peu fouillis, mais j'ai pas su modeler autrement. Il y a 4 femmes au milieu. Angélique Monges, donc, qui est ici, Marie-Guillemine Benoît, Constante Marie Charpentier et Jeanne-Élisabeth Chollet. Et c'est elle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, ce que j'ai mis, voyez que David a eu comme élève 3 de ses femmes, que Regnault a eu 2 de ses femmes. Donc, elles ont eu les 2 principaux peintres de l'époque comme maîtres. Marie-Guillemine Benoît a été élève de David, mais aussi élève d'Élisabeth Vigée-Lebrun. Alors, Élisabeth Vigée-Lebrun, c'est la portraitiste, par exemple, de Marie-Antoinette, mais elle a ouvert donc, son atelier à des élèves, et donc Benoît a été son élève, et enfin, la dernière, non, je suis allé trop vite, la dernière, je me trompe, voilà, là, la dernière, elle, c'est son mari. Son mari qui a été son professeur, son maître, voilà. Donc je vais montrer un petit peu toutes ces femmes, et surtout celle-ci, parce qu'à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, et peut-être que je trouverai un jour quelqu'un qui me contredira, mais c'est vraiment des rares femmes à faire de la peinture d'histoire. Les peintures, les femmes, c'est plutôt les peintures intimes, les peintures de nature morte, voire de scènes de genre, mais la peinture d'histoire, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc c'est une peintre néoclassique qui a été élève des 2, hein, Regnault et David. Voilà, elle a peint donc, un portrait de Louis XVIII, donc le premier roi sous la Restauration, mais elle a peint ce genre de tableau. Et ce genre de tableau, normalement, les femmes ne les peignent jamais parce que même si elles sont acceptées dans des ateliers, elles n'ont pas à être devant des hommes nus. Or, pour faire des tableaux d'histoire, surtout néoclassiques, où c'est la statue grecque, enfin les hommes nus, eh bien elle a pu en faire. Alors ne me demandez pas comment, je ne sais pas si elle l'a fait d'après des gravures ou pas, mais en tout cas, elle a fait des tableaux d'histoire, comme celui-ci ou celui-ci. Et quand on voit un tableau comme ça, normalement, on ne pense jamais que ça soit possible, vous avez compris ça, que ça soit possible que ce soit une femme peinte qui ait fait ce genre de tableau. Oui. Marie-Guillemine Benoît, donc élève de David et de Vigée-Lebrun, donc quelques tableaux des portraits.
Alors, ce tableau, le portrait de Madeleine, a été exposé au musée d'Orsay au moment de... Comment il s'appelait le titre de l'exposition, je ne m'en souviens plus. Oui, bon. Oh, c'était... Oui, mais je ne me rappelle plus. Enfin bref, il n'y a pas longtemps qu'il avait été exposé, ouais. Et Constante Marie Charpentier, donc élève des deux, des portraits et des scènes de genre. Une mère convalescente soignée par ses enfants au salon de 1804. Et celui-ci, alors là aussi, celui-ci, vous voyez que déjà le titre, la mélancolie, on n'est plus vraiment dans le néoclassicisme, on est du côté du pré-romantisme, en fait. Et enfin, donc tout à l'heure, je vous ai montré deux tableaux d'elle au salon de 1808. Donc, c'est son mari Antoine Denis Chaudet, qui est sculpteur, qui était son maître. Voilà les deux que je vous ai montrés tout à l'heure au salon. Et je vous en ai mis d'autres. Voilà, et elle a fait le portrait de son mari, à gauche. Alors, pour conclure sur le néoclassicisme, alors, vous avez compris que le néoclassicisme, ce mouvement artistique est né au XVIIIe siècle, on va dire au milieu du XVIIIe siècle, avec la découverte de l'Antiquité grâce à l'archéologie, Pompéi Herculanum, et le néoclassicisme fut la peinture officielle de la Révolution française et du Premier Empire. Ensuite, il représente, à cette époque, au début du XIXe siècle, il représente la modernité. Et sous le Second Empire, alors là on passe sous Napoléon III, ce néoclassicisme tournera à l'académisme. Une peinture lisse et artificielle qui répète des formes toutes faites. On parlera alors d'art pompier, mais ce sera l'art officiel du Second Empire. Et je vous ai mis deux œuvres, une d'Alexandre Cabanel, qui était montpelliérain aussi, et puis William Bouguereau, j'en ai parlé tout à l'heure de William Bouguereau. Donc en fait, à la suite du néoclassicisme, il y a eu toute la peinture académique, l'art académique comme on disait, et c'est contre cet art académique qu'il va y avoir plein de mouvements, plein de peintres qui vont aller contre ce grand courant académique, et il y aura donc le romantisme, le réalisme, l'impressionnisme, tout ça, ça sera contre cette peinture académique. Et donc je vais finir la troisième partie par le peintre d'aujourd'hui, à savoir Jacques-Louis David. Figure de proue du néoclassicisme français, révolutionnaire engagé puis premier peintre de Napoléon Ier, Jacques-Louis David eut un parcours exceptionnel. Grand rénovateur du classicisme antique dans la peinture d'histoire, ce fervent adepte des théories de Winckelmann est l'auteur de quelques œuvres majeures du Louvre, le Serment d'Horace ou encore le Sacre de Napoléon qu'on a vu. En son temps, après la mode du rococo, son art épuré et sévère a incarné l'image de la modernité. Je veux que mes ouvrages portent le caractère de l'Antiquité. C'est ce qu'il disait. C'est un Parisien, il a été orphelin de père très jeune, à 9 ans. Il est d'origine petite bourgeoise, c'est pas un noble lui. Sa mère appartient à une famille de maîtres maçons qui fréquentent les peintres et les sculpteurs. Et il est également parent, alors là c'est très compliqué donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est parent par filiation avec François Boucher, le chantre du rococo. C'est un élève, donc, comme j'ai dit, de Joseph Marivien. Il prépare le prix de Rome et il échoue 3 fois avant de l'obtenir. Et ça, il restera toujours méfiant vis-à-vis de ce système académique. Et d'ailleurs, je l'ai écrit, je crois, quelque part, non, peut-être pas là, il sera à l'origine de la suppression de l'Académie en 1793. C'est lui qui va supprimer l'Académie royale de peinture et sculpture.
Il obtient donc le prix de Rome en 1774, et là, il va aller 4 ans. Alors là aussi, c'est 4 ans ou 5 ans, suivant les périodes. 4 ans à l'Académie de France à Rome, c'est-à-dire au Palais Mancini, puisque là, on est avant la Révolution. Et le directeur, au moment où il sera lui, eh bien, ça sera son maître. Ça sera le fameux peintre enterré au Panthéon. À Rome, il découvre les grands artistes de la Renaissance italienne, Nicolas Poussin, le peintre classique français du XVIIe siècle. En 1780, il retourne à Paris, il découvre les théories de Wickelmann, historien de l'art allemand. Il est agréé par l'Académie royale de peinture et de sculpture, donc il a présenté un morceau d'agrément pour pouvoir être agréé. Et là, il impose sa conception sévère en présentant les œuvres de facture classique, sans frivolité, inspiré de l'histoire antique, et ouvre son propre atelier. À partir du moment où il était agréé, il pouvait ouvrir son atelier. Il est reçu un peu plus tard donc, à l'Académie, donc là il est académicien. Il a consécration au sein d'un système qui lui semble pourtant déviant et trop cooptatif. C'est là que je l'ai mis, en 1793, donc il s'en servira d'argument lorsqu'il fera adopter le décret pour la suppression des académies. Donc académie, comme je dis, royale de peinture et de sculpture, académie de musique, académie d'architecture, etc. Il va toutes les supprimer et puis elles vont renaître après. On appellera ça l'Académie des Beaux-Arts, qui existe toujours. Peintre d'histoire triomphant au salon, connaît de nombreux succès, notamment auprès de l'aristocratie. On est donc au XVIIIe siècle, mais il n'est pas royaliste, bien au contraire. Engagé aux côtés des révolutionnaires, il vote la mort du roi, Louis XVI, en 1793, et rêve de l'instauration d'un système républicain. C'est pour ça qu'il supprime l'Académie royale. Proche de Robespierre, il est portraitiste mortuaire de Marat, on va y venir. Il manque de peu de passer sous la guillotine pour avoir notamment pris la tête de la Commune des Arts. En fait, c'était en gros le ministère de la Culture de l'époque, et renversé, notamment donc pris la tête de la Commune et va avoir renversé l'institution académique royale. Il prend une part active à la Révolution française, donc président du club des Jacobins en pleine terreur. Il est emprisonné, puis amnistié. Il devient l'un des fervents adeptes de Bonaparte, qui le fascine sous le consulat. Il abandonne ses idéaux républicains et il se rallie à l'Empire. Il devient donc le peintre officiel de Napoléon Ier. C'est pour ça qu'il a eu la commande du sacre de Napoléon. Et après la chute de l'Empire, il conserve ses convictions bonapartistes et il s'exile à Bruxelles, où il va mourir en 1825. Voilà, une petite bio sur David. Maintenant, je vais vous présenter quelques tableaux tableaux incontournables de ce peintre. Je commence par une académie. Donc, une académie, en fait, il y a l'Académie des Beaux-Arts, mais l'académie, en fait, c'est une figure entière dessinée, peinte ou sculptée d'après un modèle nu. Hein, c'est ça qu'on appelle une académie. Et donc, en fait, ça, c'est il a exposé ce tableau au salon de 1781, donc on est avant la Révolution, mais c'est un envoi de Rome. Parce que, pourquoi un envoi de Rome? En fait, tous ceux qui avaient le Grand Prix de Rome, ils devaient envoyer tous les ans des tableaux à Paris. Et donc, on appelle ça des envois de Rome. Donc, c'est des travaux, comme j'ai mis, des travaux d'élèves de l'Académie de France à Rome. Et il s'est inspiré, vous voyez, là c'est assez clair, il s'est inspiré d'une statue qu'il a vue à Rome. Et c'est pour ça qu'on les a envoyés à Rome aussi. Hein. C'est que Rome est tellement riche en art que voilà, l'Académie de France avait sa raison d'être. Le serment des Horaces. Nous sommes en 1784, donc c'est avant la Révolution française. Louis XVI vise vraiment un retour au classicisme, en fait, comme Louis XIV, en fait, le grand siècle. Donc il ne veut plus vraiment de cette peinture rococo, comme Louis XV, il ne veut plus de ça, et donc il va soutenir ce nouveau courant, le néoclassicisme, qui sera le courant officiel de la Révolution et de l'Empire. Donc c'est suite à la découverte des ruines d'Herculanum et de Paestum
qui vont offrir le décor pour les tableaux néoclassiques. Le style est archaïque et les colonnes sont doriques. Le serment des Horaces. David s'inspire, lui, d'un livre de l'historien antique Tite-Livre, l'histoire de Rome. Donc ce tableau évoque le conflit entre Rome et Albe la Longue. On est en moins 700 avant Jésus-Christ. Pour s'éviter un affrontement trop meurtrier, les deux cités, donc les deux Albe et Rome, décident d'un duel limité entre leurs champions. Rome choisit les Horaces, Albe choisit les Curiaces. Mais là, il y a un problème, parce que les deux clans sont unis par mariage. Une Curiace, Sabine, est mariée à un Horace, et une Horace, Camille, est promise à un Curiace. Ce tableau représente le serment des trois frères devant leur père, prêts à défendre leur patrie jusqu'à la mort, debout, héroïques, face aux femmes assises courbées. La composition en trois parties est caractérisée, le retour à une rigueur classique. Le point de fuite est focalisé sur les épées, symbole de serment et donc de la fidélité. C'est vraiment le tableau manifeste du néoclassicisme. Donc avant la Révolution française, le néoclassicisme est représenté par ce tableau. Vous voyez bien qu'il n'a rien à voir avec le style rococo, hein, ça c'est clair. Là. Et un autre serment, c'est le serment du jeu de paume, qu'on connaît. Hein. C'est l'engagement solennel d'union pour mettre fin à l'Ancien Régime, pris le 20 juin 1789 dans la salle du jeu de paume à Versailles. Donc je vais vous montrer cette étude. C'est un petit tableau au musée Carnavalet. Donc voilà le serment du jeu de paume peint par David. Je vous montre un dessin, toujours sur ce serment du jeu de paume. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je ne peux pas vous montrer le tableau. Aussi, je vais vous montrer le tableau, mais c'est celui-ci en fait. Parce qu'il n'a jamais été fini le tableau. Le tableau qui est énorme, hein, 3 mètres sur plus de 6 mètres 50, hein, donc un très très grand tableau. Donc il est commencé, David l'a bien commencé, mais avec la période révolutionnaire, ça va tellement vite qu'il n'a pas eu le temps de terminer. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment il faisait les tableaux. Quand on a un tableau qui n'est pas terminé, justement, c'est important de voir comment ça se faisait. Quand on a la chance d'avoir ça, alors là, vous voyez comment il s'y prenait. Mais alors, j'ai écrit ceci. Selon la méthode académique, dessiner d'abord les personnages nus, puis les habiller. Voilà. Donc, on parlait d'académie tout à l'heure, hein, l'académie, la figure du nu, là. Hop, pardon. Oh, bah, bon, c'est pas grave. Ah, voilà, il revient. Donc, oui, l'académie, c'était vraiment le summum de l'académie royale ou après de l'académie des beaux-arts. De faire du nu. Et là, des hommes nus. Donc, voilà comment ça se faisait. Voilà, mais le chef-d'œuvre de David, c'est bien celui-ci. C'est le Marat assassiné. Peuple, tu as perdu ton ami, Marat n'est plus. Nous sommes le 14 juillet 1793, ou en 2 de la République selon les révolutionnaires, et Jean-Paul Marat vient de mourir assassiné. C'était un médecin et un journaliste devenu homme politique. À la Convention, c'est un sans-culotte qui parle et qui s'adresse ainsi à David, qui était lui aussi à la Convention. « Prends ton pinceau, il te reste encore un tableau à faire. » C'est-il, lorsqu'il prononce ces mots, qu'il vient de commander l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture occidentale? Ben, sûrement pas, il ne devait pas le savoir. Donc vous savez, hein, Marat a été assassiné donc, par Charlotte Corday, et David l'a représenté comme un martyr. Et on peut penser à une pietà. Alors je vais vous en mettre une. Hein. La pietà, c'est la représentation de Marie tenant sur ses genoux le corps de son fils, Jésus-Christ, au moment de la descente de croix, après sa crucifixion et avant sa mise au tombeau. C'est ça une pietà. Et là, je vous en ai mis une. Voilà. Et quand on voit la pietà, on voit très bien que pour David, il a pensé à ça. Même s'il a vu, effectivement, il a vu Marat mort dans sa baignoire. Ça, on le sait.
il l'a vu. Mais je pense, et sûrement, les historiens, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est des historiens d'art qui ont dit, il s'est inspiré quand même des piétas et de la position du Christ. Là, bien sûr, il n'y a pas Marie, il y a un mur, au contraire, il y a un mur vide derrière, mais c'est vraiment, voilà, il est représenté un peu comme le martyr de Jésus-Christ. Le fond neutre occupe plus de la moitié de la toile et permet de monumentaliser le personnage. Pour autant, David associe quelques éléments narratifs. Alors, la lettre de la meurtrière qu'il tient de sa main gauche, le couteau ensanglanté par terre, et puis voilà, et la plume qu'il tient à la main droite. Ce portrait historique témoigne de la connivence de David avec les idéaux révolutionnaires et le club des Jacobins. Alors, je reparlerai tout à la fin avant de vous quitter. D'abord, ce tableau des Sabines. Je vous ai dit que j'allais revenir sur ce tableau. En fait, ce tableau, David d'ailleurs avait son atelier au Louvre. C'est Napoléon Ier qui les a chassés du Louvre pour créer justement le musée. Mais beaucoup d'artistes avaient leur atelier dans le Louvre. Et là, ce tableau, quand il a fait ce tableau, il a inventé quelque chose de nouveau. Il a exposé ce tableau dans son atelier, enfin dans une des pièces de son atelier, on va dire, pendant 6 ans, et il a fait payer pour qu'on voit son tableau. Et je pense qu'il a bien fait d'une façon financière, parce que le fait d'avoir fait payer, il a gagné déjà 50 000 francs à l'époque, rien que par les entrées pour voir le tableau. Il n'aurait peut-être pas vendu plus cher son tableau autrement. Donc voilà, déjà c'est historique, ce tableau il est historique. Et puis avant, les Sabines. Alors oui, j'ai remis, puisque c'est un des 3 tableaux qu'il avait présenté donc, au salon de 1808, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc après l'œuvre manifeste du Serment des Horaces de 1784, cette œuvre de 1799, cette fois-ci, est dans la ligne du néoclassicisme avec le parti pris de la frise, hein, tous les personnages alignés comme ça. L'intention de David est toujours de restaurer la peinture d'histoire. Les sujets galants et frivoles qui avaient envahi la peinture sont pour lui une perversion de sa mission qui est d'instruire. La mission que s'est donnée David, c'est d'instruire autant que de plaire. L'action se situe en extérieur, devant à l'arrière-plan une importante forteresse. Les vêtements et les armes situent la scène dans l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, les hommes sont nus. Même les Jeux Olympiques, les hommes étaient nus. 2 guerriers se font face, prêts à s'affronter. Les femmes s'interposent, dont la femme en blanc au centre qui veut les séparer. Après la fondation de Rome, les Romains, alors ça c'est le sujet, après la fondation de Rome, les Romains, à la recherche d'épouses, enlèvent des femmes d'une ville voisine, lapsus, les Sabines. Ils enlèvent les Sabines. David représente l'instant après l'enlèvement des Sabines où les Sabins tentent de récupérer leurs filles, les femmes s'interposent pour arrêter le combat. Et en fait, le sujet, il va bien pour l'époque, 1799. C'est le retour des exilés. Tous ceux qui sont partis au moment de la Révolution, à Bruxelles ou ailleurs, eh bien, ils revenaient. Et donc, c'est un plaidoyer, ce tableau, c'est quelque part un plaidoyer pour la paix civile. Il reflète l'ère du temps, après les excès de la terreur et le retour des émigrés exilés après la Révolution. Les Sabines furent exposées au musée du Luxembourg. Alors, le musée du Luxembourg, au XIXe siècle, c'est le musée des artistes vivants. Tous les tableaux qui sont décorés, des contemporains, qui sont décorés au salon, vont au musée du Luxembourg avant de partir, et ça c'est la voie royale, si j'ose dire, de partir au Louvre, après la mort du peintre. Ou de partir dans des... et ça c'est moins royal, on va dire, de partir en province, dans des musées de province. Mais en tout cas, ces tableaux qui étaient décorés et qui avaient des prix, passaient d'abord au musée du Luxembourg. Et il rentrera au Louvre après la mort de David, donc en 1826. Juliette Récamier, alors, donc, je vous l'ai dit, elle a été peinte
de multiples fois. Elle a 23 ans, elle est assise sur un sofa, comme on voit. Elle a tenu un salon littéraire de très longues années, beaucoup peint, dessiné, gravé et même sculpté. Le portrait peint par David est sans décor, sans artifice, mais à la mode antique, par les vêtements, le mobilier, de cette nouvelle société issue du coup d'État, donc le Premier Empire. Et c'est un tableau inachevé. Enfin, pas pour David, justement. Il aurait dit à Madame Récamier, à Juliette, « Madame, les femmes ont leurs caprices, les artistes aussi. Laissez-moi satisfaire le mien, je laisse votre portrait dans l'état où il se trouve. » Voilà, c'est l'artiste qui a raison en dernier lieu. Donc, pour elle, il n'était pas terminé, donc elle ne l'a pas pris. Pour Delacroix, singulier mélange de réalisme et d'idéal. Et je crois qu'il a bien vu juste, lui. Ce tableau, Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard, portrait équestre de Napoléon Bonaparte, qui était premier consul, franchissant le col alpin du Grand Saint-Bernard. Il y en a eu 5 versions de ce tableau. C'est comme le sacre de Napoléon, c'est un tableau d'histoire et de propagande. Bonaparte en uniforme de général en chef, de sa main gauche tient la bride du cheval qui se cabre et de la main droite montre la direction à son armée. En arrière-plan, des soldats gravissent la montagne. Au premier plan, sur les rochers, on trouve inscrit Bonaparte, Hannibal et Carolus Magnus, Charlemagne, qui sont gravés sur les rochers. Et Bonaparte, en fait, a voulu que ces hommes soient inscrits avec le sien. Il rattache avec habileté sa destinée au passé de ces 2 grands hommes ayant, avant lui, traversé les Alpes. Vous savez, Hannibal avec ses éléphants qui venaient de Carthage. Voilà. Mais c'est un tableau vraiment de propagande, c'est un tableau imposé par Bonaparte, parce qu'il n'a pas du tout traversé les Alpes comme ça, il a traversé les Alpes sur un mulet, comme on l'a fait bien plus tard, au milieu du 19e siècle, Paul Delaroche, qui a fait un tableau vraiment plus réaliste, c'est la réalité de la chose, qu'il a traversé les Alpes. Oui, il a traversé les Alpes, mais pas sur un cheval fougueux, sur un mulet. Voilà. Et je suis obligé de parler un petit peu de ce tableau quand même, puisque j'ai commencé par lui, le sacre et le massacre. Alors le sacre. En 2 ans, avec l'aide d'un de ses élèves, Georges Rouget, ce tableau long de près de 10 mètres et haut de plus de 6 mètres représente, avec 191 personnes, le moment solennel où Napoléon s'apprête à poser la couronne sur la tête de l'impératrice. C'est le 2 décembre 1804, le général et consul Bonaparte devient l'empereur Napoléon Ier, plus de 1000 ans après Charlemagne, premier empereur d'Occident. David s'est inspiré du couronnement de Marie de Médicis, de Rubens, voilà. Il y a eu ce tableau donc au XVIIe siècle, de Rubens. Et ce tableau est le plus grand tableau, ce tableau du sacre de Napoléon, est le plus grand tableau du Louvre après les Noces de Cana de Véronèse. Les Noces de Cana, c'est celui-ci. Et donc, celui-là, c'est le plus grand. Il a été pendant très longtemps en face de la Joconde, maintenant ils l'ont déplacé. Mais le deuxième plus grand tableau, c'est ce sacre de Napoléon. Mais c'est aussi le plus regardé après la Joconde. Alors ça, ils ont fait des stats au Louvre, hein. C'est le tableau le plus regardé après la Joconde. Mais c'est un faux. C'est un faux. Déjà, la mère de Napoléon, Laetitia, qui est ici, elle était absente ce jour-là. Mais Napoléon a voulu que sa mère soit quand même présente sur le tableau. Alors elle n'était pas là parce qu'elle n'était pas d'accord que son fils devienne empereur. Eh oui. Mais il voulait, comme c'était un tableau de propagande, il voulait vraiment qu'elle soit présente sur le tableau. Donc David s'est exécuté, hein. C'est comme ça. Hein. Ensuite, de même la présence d'un Turc ottoman.
Alors il est ici, on ne le voit pas bien, mais il est là avec son turban. Il était absent, mais pour raison diplomatique, il fallait qu'il y ait un Turc ottoman lors de cette cérémonie. Donc David s'est exécuté et il a mis un Turc ottoman. De même Joséphine. Alors Joséphine, elle est très jeune sur le tableau. Si on le voit, mais c'est vrai, en plus, je l'ai vu de près, il l'a fait vraiment très jeune. Or, elle n'était pas vieille, mais elle avait quand même 41 ans. Et donc, il l'a rajeunie parce que sûrement qu'il avait l'ordre de faire une Joséphine jeune, belle, pour être impératrice, quoi. Et puis, alors, ça, tous les historiens d'art ne sont pas d'accord, mais beaucoup disent qu'il a mis Jules César, et ça ne serait pas étonnant hein, de la part de Napoléon, enfin, à mon avis. Mais voilà, il est là, Jules César. Et il n'est pas loin de Napoléon, hein, vous voyez. Et il est là, et peut-être que c'est vrai. Alors, c'est pas confirmé à 100%, mais beaucoup d'historiens disent que c'est Jules César qui est représenté. Par contre, David, le peintre lui-même, lui était bien présent. Et il est là. Il est dans la tribune, au-dessus de Joséphine, de Laetitia, de la mère. Il est donc bien présent dans la loge. Et ce tableau, d'ailleurs on ne le voit pas bien là, parce que c'est une reproduction, mais en fait on le voit, il a devant lui un carton et, avec un crayon, donc il doit faire des esquisses, des croquis pour préparer son tableau. Ce tableau est et restera une œuvre monumentale de propagande par l'image, ça c'est clair. Et Napoléon aurait dit, ce que je cherche avant tout, c'est la grandeur. Tout ce qui est grand est toujours beau. Mais il était comblé. Donc, pour finir, postérité et modernité. David meurt donc en exil. Donc, au moment de la Restauration, il est parti à Bruxelles. En 1825, il meurt. Dès l'annonce de sa disparition, une foule considérable, amis, élèves, et il en a eu beaucoup, amateurs, se rassemblent au Luxembourg. Donc le musée du Luxembourg, le musée des artistes vivants, à Paris. Mais le gouvernement de la Restauration, craignant des désordres publics, refuse un hommage national à ce régicide. Ben oui, il a voté la mort du roi. Tandis qu'à Bruxelles, Bruxelles va rendre à David des honneurs funèbres en exhibant des bannières qui évoquent ses tableaux. Mais pour Delacroix, David, c'est vraiment est le maître de toute l'école moderne en peinture et en sculpture de ce début du siècle. Pour Baudelaire, le Marat assassiné, que je vous ai présenté, réapparu à l'occasion d'une exposition de 1846, donc il a fallu attendre bien longtemps après la Révolution pour retrouver ce tableau, entre parenthèses. Pour Baudelaire, il constitue le chef-d'œuvre de David et une des grandes curiosités de l'art moderne. Pour le poète Apollinaire, alors là on est au XXe siècle, le soutien des cubistes, en 1912, il déclare « Pour ma part, je suis d'avis que la mort de Marat est un chef-d'œuvre qui aurait pu être peint aujourd'hui. » Fernand Léger, au milieu du XXe siècle, il exprime les joies simples du Front populaire dans les loisirs hommage à Louis David. Il l'a écrit sur le tableau. Alors l'hommage qu'il rend à David, c'est de faire un tableau avec des personnages en frise en fait. Parce que bien sûr, le contenu ni la technique est différente des peintres néoclassiques comme David, mais de faire des personnages comme ça en frise, il a fait cet hommage à David. Et puis, je ne pouvais pas aussi celui-là, parce que j'ai parlé de Juliette Garnier, mais je trouve, là, on est en plein surréalisme. C'est Magritte, donc en 1951, qui a fait son tableau. Et puis, pour finir, en 1962, on se rapproche de là, Picasso, que le Marat assassiné, il avait découvert le tableau à l'exposition universelle de 1900. Quand il est arrivé. Il est arrivé d'Espagne, lui. En 1900, il a découvert ce tableau du Marat assassiné et il a été vraiment fasciné par le Marat assassiné et donc alors là bien sûr c'est pas le Marat assassiné, mais il a revisité l'enlèvement des Salines sous l'angle cubiste, donc c'est un hommage à David.
Pour conclure, Jacques-Louis David fut le chef de l'école néoclassique. Il fut le peintre incontournable de ce début du 19e siècle. Et il a dit, il ne faut pas seulement regarder le modèle, il faut y lire comme dans un livre. Et voilà, je crois que j'ai fini. Je crois que je l'ai mis, je ne sais plus. Ouais, j'ai dû le mettre. La prochaine, deuxième étape, donc, c'est le mardi 21 novembre à 20h30. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vois un petit peu, mais je peux répondre aux questions. Sur ce début du 19e siècle. J'ai l'impression qu'il faisait essentiellement de la copie, qu'il n'y avait aucune improvisation, aucune manipulation, c'était systématiquement par rapport à des représentations antiques. Ouais, mais c'était pas de la copie, pas forcément. Enfin, c'était de la copie parce qu'il dessinait d'après des antiques, des statues antiques et tout ça. Et après, il faisait bien des compositions quand même. Moi, j'aime bien dans ton personnage. Il y avait très peu de personnages vivants qui faisaient Ah ben non, mais oui. De toute façon, c'était très codifié. Et justement, ça va continuer. Et c'est ça que beaucoup de jeunes peintres vont déplorer parce qu'il y a trop de codes et puis ils seront refusés au salon, enfin, etc. Parce que cette mainmise de l'Académie des Beaux-Arts va avoir une mainmise pendant presque tout le 19e siècle. Et le fait de cette mainmise, eh bien, tous les novateurs ne vont pas pouvoir passer l'étape du salon, qui était obligatoire, mais petit à petit, ils n'auront plus besoin du salon, parce qu'il y aura des marchands qui vont les prendre semaine et qui vont les booster pour faire connaître leurs œuvres. Parce qu'on est dans un... C'est pour ça que j'ai choisi le 19e siècle. Parce que pour moi, le 19e siècle, c'est un siècle aussi important que la Renaissance dans l'art occidental. Parce que c'est un siècle de, pour moi, déjà, vous savez que le 19e siècle, il n'a pas de nom. Je veux dire, par exemple, le 18e siècle, c'est le siècle des Lumières. Le 17e siècle, c'est le grand siècle, le siècle de Louis XIV. Et puis avant, il y a la Renaissance, etc. Le 19e siècle, pour la première fois, il n'a pas de nom. Mais les gens savaient qu'ils étaient au 19e siècle. Et d'ailleurs, il y a eu la presse, des journaux qui se sont appelés le 19e siècle. Mais il n'y avait pas de nom. On aurait pu l'appeler, avec le recul, le siècle des révolutions. Ça serait bien, hein. Des révolutions, il y en a eu politiques, mais aussi industrielles, etc. Les chemins de fer, tout. Bref. Donc le siècle des révolutions, on aurait pu le siècle de la modernité. Parce que voilà, la modernité, elle commence très tôt, parce que là, c'était moderne déjà. Après, il y aura le romantisme, etc. Il y aura plein de modernité, en fait. Donc le siècle, pourquoi pas. Moi, je préfère parler du siècle des transitions. On en parle beaucoup actuellement. On dit qu'on est dans un siècle sûrement de transition, là, le 21e siècle. Mais le 19e siècle, au moins pour l'art, c'était un siècle de transition. C'est-à-dire qu'on est passé d'une domination du système académique, qui était présente depuis le XVIIe siècle, hein, depuis le début des académies, en France, parce que c'est un peu plus tôt en Italie, mais donc de ce système académique qui a sorti l'artiste est devenu artiste et non plus artisan. C'est ça, hein, le système académique. Eh bien, le 19e siècle, on est passé de ce système qui a perduré quand même tout au long du 19e siècle, mais dans un système marchand. On est comment dire, le 19e siècle, c'est aussi le siècle du capitalisme industriel naissant, et donc on rentre aussi dans cette optique-là au niveau de l'art. Et donc les marchands vont prendre le plus grand qu'on connaît pour les impressionnistes, c'est Paul Durand-Ruel. S'il n'y avait pas eu Paul Durand-Ruel, peut-être on n'aurait jamais connu les impressionnistes. Hein? Parce qu'il a fait... Et Rosa Bonheur, quand je vous ai parlé, enfin je ne sais pas si vous étiez présent, mais quand vous étiez... Rosa Bonheur, elle a très tôt quitté le salon, parce que pourtant elle était acceptée à chaque fois, il n'y a eu aucun refus de ses tableaux, mais elle a eu mais plusieurs après, mais c'est Ernest Gambard qui l'a pris sous son aile, qui a fait que son tableau, Le marché des hauts chevaux,
qui n'avait pas été acheté par Bordeaux où elle est née parce qu'il le trouvait trop cher, elle en demandait trop. Donc c'est Ernest Gambard qui était un marchand d'art d'origine belge mais qui avait ouvert une galerie à Londres, French Gallery. Donc il a ouvert une galerie pour en fait présenter les peintres, surtout les peintres de l'école de Barbizon. Et il a acheté ce tableau alors que... je vais parler longtemps. Elle en voulait 12 000 francs que la mairie de Bordeaux où elle est née l'achète. Ils ont trouvé que ça trop cher. Et donc c'est Ernest Gambard qui l'a acheté, non pas 12 000, parce que Rosa Bonheur, elle savait... il l'a acheté 40 000 francs. C'était une somme énorme à cette époque-là. Et ce tableau, il l'a emmené donc dans sa galerie londonienne et il a invité Rosa Bonheur à venir à Londres. Et ce tableau, il l'a fait voyager dans toute l'Angleterre, dans toutes les grandes villes industrielles où il y avait justement des gens qui pouvaient acheter ce genre de tableau. Manchester, Liverpool, Écossais, et jusqu'en Écosse. Et après, l'année d'après, il l'a fait passer aux États-Unis. Et là, pareil, il a fait voyager le tableau. Et ça fait que, en fait, les marchands d'art, je parle de Gambard, mais donc Paul Durand-Ruel, si Paul Durand-Ruel n'avait pas fait passer des centaines de tableaux des impressionnistes qui étaient souvent refusés en France, s'il n'avait pas fait passer aux États-Unis, eh bien on n'aurait peut-être jamais connu les impressionnistes. Donc on est passé d'un système très académique, très fermé, à un système beaucoup plus ouvert par ce système marchand qu'on connaît actuellement avec toutes les galeries qui existent maintenant. Oui. Guérin, il a peint la Roche-Jacquelin. Comment? Guérin, il a peint la Roche-Jacquelin, non? Ah, je sais pas. Ah non? C'est pas lui qui a peint la Roche-Jacquelin? Je ne sais pas parce que... Il était, alors donc il était... Alors c'est la restauration. Pourquoi? Parce que c'était l'Armorier. Oui, mais oui, non, il n'a pas pu peindre ça de toute façon, vous avez vu tous ces peintres, en fait, quel que soit le régime, ils ont suivi, et ils sont passés de révolutionnaires, ils sont passés à bonapartistes, à royalistes, ça gêne pas. Sauf à la fin, David, il est resté bonapartiste, il n'a pas voulu redevenir royaliste. Ça, il n'a pas voulu. Donc il est extrait. Voilà. Ah, c'est le modèle noir, c'est ça. Le modèle noir. Oui, oui. Ah, il a mis franc, ouais. Ouais, mais il a revendu, mais après, alors, il est revendu combien? Ah, c'est monté à des sommes phénoménales. Il faut voir l'historique du tableau, mais c'est phénoménal. Et tout ça parce qu'aux États-Unis, Rosa Bonheur n'est pas allée aux États-Unis. Elle est allée en Angleterre et en Écosse, mais pas aux États-Unis. Mais bon, je parlais d'elle, parce que je l'ai jamais présenté ici, mais en fait, c'est vraiment typique. Ce 19e siècle, c'est un siècle de transition. On est passé d'un système vraiment fermé, dominant, académique, à un système marchand, où c'est un marchand. Après, on tombe aussi dans la spéculation et tout, ça c'est sûr. Mais bon, il y en a qui ont pu se faire connaître grâce à ça, parce que les marchands les ont aidés. Quand Durand-Ruel a acheté tous les tableaux de Monet, après que Monet soit allé à Londres pendant la guerre de 70, il n'y avait pas que Monet, il y avait Pissarro, il y avait Daubigny, justement, d'Auvers-sur-Oise. Quand au retour, il a acheté en Londres tous les tableaux de Monet, il l'a aidé. Ça, c'est le...
Mais après, oui, on peut rentrer dans la spéculation et tout ça, mais c'est... Voilà. En tout cas, pour moi, ouais, c'est vraiment un siècle de transition. La modernité de ce 19e siècle, ça a amené tout ce qu'on a connu un peu au 20e siècle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci de votre présence. Merci, au revoir. Normalement, c'est le 7 novembre. On devrait avoir le collage féminicide Paris qui vont nous parler des violences faites aux femmes et leur mouvement des colosses. Et après le 14 novembre, il y aura un ciné-débat. Donc on projettera un film, c'est sur la part des autres, c'est sur l'accès pour tous de l'alimentation de qualité. C'est avec les paniers de dons. Donc le mois de novembre est très chargé puisqu'il y a... Et après, il y a la chose le 21. Merci beaucoup d'être venu.